Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est cette stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui, mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes.
Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité, c'est toi qui la cultives ou la négliges chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face. Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction.
L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de tant ramer sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable. On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire.
La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage. Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort.
La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir. Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies.
pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion. Quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place. La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant.
Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une auto-tromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu, tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire,
C'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Parfois, ce qui nous trahit le plus n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous disons presque sans réfléchir. Les mots que nous choisissons sont comme des radiographies. Ils révèlent des fractures dans le caractère, des faiblesses enracinées et des excuses que nous répétons jusqu'à nous y croire. Celui qui se cache derrière des phrases comme « ce n'est pas ma faute » ou « c'est impossible » montre, sans le vouloir, le mécanisme mental qui le maintient bloqué. La philosophie stoïcienne n'a aucune pitié pour la bêtise déguisée en indifférence ou en fausse sagesse. Marc Aurèle l'a clairement dit, le premier symptôme de l'ignorance est de fermer la porte à l'apprentissage. Mais le plus dangereux, c'est que ces phrases surgissent dans la vie quotidienne, dans une discussion, au travail, en famille, et passent inaperçues, érodant peu à peu la possibilité de grandir. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de fond. Chaque mot est une décision sur qui tu veux être. Si tu répètes « je sais déjà » ou « qu'est-ce que j'y gagne », tu t'entraînes à l'auto-limitation, cultivant un cercle vicieux où l'égoïsme et la paresse deviennent normaux. Changer commence par parler différemment, car le langage est le premier filtre entre l'intention et l'action. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 phrases qui, si tu les utilises encore, te freinent plus que tu ne l'imagines. Faire taire la bêtise est le premier pas pour cesser d'être ton propre obstacle. Seul celui qui ose se regarder en face peut commencer à se transformer. 1. Reconnaître l'impact de tes mots. Tes mots sont le premier filtre à travers lequel le monde te juge et le moyen le plus brutal de te trahir. Ne cherche pas d'excuses. Ce que tu dis, même lorsque tu te justifies, révèle le poids réel de ton caractère. Tu n'es pas si original ni si astucieux que tu le penses. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu donnes un indice précis sur qui tu es et de quoi tu es fait. Si tu parles depuis la colère, depuis la peur, depuis le ressentiment ou depuis l'indifférence, la seule chose que tu réussis à faire est de laisser clair le degré exact de ta faiblesse. Il n'y a pas de simulacre possible. Ce que tu prononces est ce que tu as entraîné dans ton esprit jour après jour. Et si tu répètes des phrases qui naissent du confort, de la plainte ou de l'évasion,
N'attends pas que la vie te respecte plus que tu ne te respectes toi-même. La plupart préfèrent ignorer cela, se réfugier dans le mensonge de « je ne dis que ce que je pense », sans se rendre compte que penser sans filtre est un acte de négligence. Épictète l'a clairement dit. D'abord, maîtrise ton esprit, ensuite ta langue. Laisser tes mots s'écouler sans responsabilité, c'est comme remettre les clés de ta vie au hasard, et cela appartient à ceux qui ne veulent pas porter le poids de leurs propres décisions. Ne t'es-tu pas rendu compte que chaque phrase que tu lances dans l'air est un investissement émotionnel qui paie des intérêts, et la facture arrive toujours. Les gens te traitent selon ce qu'ils entendent sortir de toi. Tes relations, tes opportunités, ta crédibilité, tout dépend de ta capacité à contrôler ce que tu dis et surtout de comprendre l'impact que tes mots ont sur les autres et sur ta propre perception de toi-même. Il y en a qui se cachent derrière l'idée que le langage n'est que des sons, que ce qui compte, ce sont les actions. Erreur fatale, toute action naît d'une idée et toute idée s'entraîne et se renforce avec des mots. Sénèque insistait « Parle seulement quand tes mots sont meilleurs que le silence. Si tu remplis ta vie d'excuses, de phrases venimeuses qui t'infantilisent ou te victimisent, tu fabriques une fracture dans ton propre développement. Chaque fois que tu répètes « ce n'est pas ma faute » ou « je le sais déjà », tu renforces la paresse mentale et l'auto-tromperie. C'est une dette qui s'accumule et à la fin, elle t'étouffe. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu continues à utiliser le langage pour éviter de regarder en face tes erreurs. Tu veux avancer, mais tu t'accroches à des béquilles verbales qui ne servent qu'à justifier ton immobilisme. Ne te trompe pas, la transformation commence par le contrôle de la langue. Tu ne peux pas aspirer à la force intérieure si tu ne peux même pas gouverner ton discours le plus basique. Marc Aurèle n'avait pas de patience pour ceux qui gaspillaient des mots en plaintes vides. Si tu veux du respect, commence par respecter ce qui sort de ta bouche. Change l'habitude de parler par impulsion. Remplace-la par l'art de penser avant de prononcer. Arrête de construire ton identité sur des phrases toutes faites et des mots faibles. Chaque mot est une déclaration de principe et chaque phrase que tu répètes est une brique de plus dans la structure de ton caractère. Si tu ne prends pas au sérieux l'impact de ton langage, pourquoi devrais-tu attendre que le monde te prenne au sérieux? Coupe avec l'auto-apitoiement et le discours toxique. Le premier pas vers la véritable maturité est de reconnaître l'effet que tes mots ont, non seulement sur les autres, mais aussi sur l'image que tu as de toi-même. Si tu continues à parler comme un imbécile, tu finiras par croire que tu en es un. Il n'y a pas de plus grande trahison que cela. Répète ceci. Chaque mot que je prononce est une décision qui me définit. Personne ne va te donner du respect ni de la croissance. Cela se conquiert d'abord par la manière dont tu parles. N'utilise pas ta bouche pour déguiser tes carences. Utilise ton langage comme un outil pour polir ce que tu es vraiment. Le changement commence là où il ne commence jamais. 2. Assume la responsabilité sans excuse. Tu te tiens devant le miroir de la salle de bain après une discussion au travail. Tu réfléchis à ce que tu viens de dire, à cette phrase automatique qui est sortie de ta bouche. Ce n'est pas ma faute. L'atmosphère reste chargée et bien que personne d'autre ne t'entende à ce moment-là, au fond, tu sais que tu t'es réfugié derrière une barrière invisible. C'est la même excuse qui surgit chaque fois que quelque chose tourne mal et que tu cherches de manière presque instinctive à éloigner le poids de tes épaules. Ce qui semble être un geste d'autoprotection finit par devenir la prison où ton progrès stagne. Il est confortable de se libérer du fardeau de la responsabilité, mais c'est beaucoup plus coûteux que tu ne veux l'admettre. Chaque fois que tu te décharges, ton caractère se rétracte un peu plus. Il n'y a pas de sabotage personnel plus efficace que cet élan de chercher des coupables ailleurs, de pointer du doigt à l'extérieur pour ne pas regarder à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'après l'avoir fait tant de fois, ton esprit s'habitue. Il se programme pour fuir tout signe d'erreur personnelle, pour justifier toute faiblesse comme si elle était quelque chose d'étranger et non une dette envers toi-même. C'est là que commence le véritable piège.
car assumer la responsabilité n'est pas un acte héroïque, ni quelque chose qui te met au centre des projecteurs. C'est une décision silencieuse, inconfortable, presque ingrate. Cela exige que tu te tiennes ferme et que tu reconnaisses, même si personne ne t'y oblige, que ta vie est le résultat direct de ce que tu choisis et de ce que tu tolères. Le stoïque ne perd pas de temps à déguiser ses échecs, il les regarde en face et accepte le poids de ses actes sans embellissement ni raccourci. L'habitude de se justifier est un muscle faible. Quand tu l'utilises, tout le reste s'affaiblit. Mais entraîner la responsabilité jour après jour transforme chaque petit moment en une véritable opportunité d'amélioration. Il ne s'agit pas de punir tes erreurs, mais de les comprendre comme des signaux précis de ce qui peut encore croître en toi. La phrase « ce n'est pas ma faute » te vole la possibilité d'apprendre, car elle t'installe dans la passivité et te convainc que le changement est l'affaire des autres. À l'intérieur, le mécanisme est simple mais dévastateur. Chaque fois que tu t'excuses, tu enseignes à ton esprit que l'inconfort peut être évité, que céder devant la difficulté suffit à aller de l'avant. Mais l'inconfort est le prix de l'évolution. Seul celui qui est prêt à cesser d'être le même d'avant l'affronte. Le problème n'est pas de se tromper, mais de refuser de porter les conséquences de tes décisions. Lorsque tu t'éloignes du « ce n'est pas ma faute » et que tu le remplaces par un « cela me revient », la dynamique interne change. Tu n'es plus victime de l'environnement, tu es responsable de ta réponse, et cela te donne un pouvoir réel sur ce qui vient ensuite. Le stoïcisme ne te demande pas la perfection, il te demande une honnêteté radicale envers toi-même. Si tu fuis ta part de responsabilité, chaque jour tu t'éloignes un peu plus de la vie adulte, la seule où le respect de soi a un sens. Il n'est pas facile de faire le pas. Il y a une résistance intérieure, une voix qui te murmure qu'il est plus sûr de chercher des excuses que d'assumer des erreurs et dangereux ou humiliants. Mais cette voix est l'écho de la lâcheté, non de la sagesse. Cesse de négocier avec ta dignité. Choisis de te voir comme le seul architecte de ton comportement, peu importe si le monde applaudit ou détourne le regard. Assumer la responsabilité sans excuse est le véritable acte de maturité. Il ne s'agit pas de porter les culpabilités des autres, mais de ne jamais lâcher la part qui te revient. Fais-le une fois et tu remarqueras le changement. Fais-le toujours et ta vie se transforme. Le respect de soi est une conquête quotidienne. Ne laisse pas tes excuses le détruire. 3. Remplace le « je sais déjà » par l'humilité. L'admettre n'est pas simple. Plus de fois que je ne veux le reconnaître, j'ai utilisé le « je sais déjà » comme un bouclier automatique. Non pas pour démontrer une véritable compréhension, mais pour échapper à l'inconfort d'accepter que, en réalité, je ne sais pas autant que je voudrais le croire. C'est un geste presque réflexe. Quelqu'un me signale une erreur, me suggère un changement, me fait une critique qui fait mal, et la première chose qui sort de ma bouche est cette phrase sèche, défensive, qui coupe toute possibilité de dialogue réel. Le « je sais déjà » est une muraille que je dresse instantanément, une manière de me protéger du coup à l'ego, de la honte de ne pas être à la hauteur. Mais si je l'analyse avec honnêteté, chaque fois que je le dis, la seule chose que j'accomplis est de fermer la porte à l'apprentissage. Je m'enferme dans l'illusion que le simple fait de connaître quelque chose ou de l'avoir déjà entendu m'exempte de devoir travailler dessus. L'auto-illusion devient sophistiquée. Je confonds information et transformation, et le résultat est que je stagne. Il est facile de tomber dans ce piège, car le « je sais déjà » me donne une fausse sensation de supériorité, même si à l'intérieur, c'est de la peur pure de me sentir insuffisant. Si l'on observe le mécanisme mental qui se cache derrière, le problème n'est pas seulement l'arrogance, mais l'absence totale d'humilité pour reconnaître que savoir n'est pas la même chose qu'appliquer. Le « je sais déjà » est l'excuse parfaite de celui qui veut paraître mature sans effort réel. Chaque fois que je le prononce, j'interromps le processus d'amélioration. Je transforme l'opportunité de grandir en une impasse où l'orgueil pèse plus que le désir d'avancer. Sénèque l'a averti de manière brutale. Personne n'apprend ce qu'il croit déjà savoir.
Le véritable obstacle est là, dans l'incapacité de tolérer la dissonance entre la connaissance et l'action. Quand tu t'accroches à cette phrase, tu deviens ton propre geôlier. Tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs parce que tu refuses de traiter l'inconfort d'être débutant, d'accepter qu'il y a encore quelque chose qui t'échappe. La conséquence est directe. Tu t'entoures d'une barrière psychologique qui t'isole de la croissance. L'esprit devient rigide, incapable de remettre en question ses schémas et d'incorporer ce qui compte vraiment. L'orgueil est le pire ennemi du progrès. C'est la phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que l'impulsion de dire « je sais déjà » te tente. Car au final, la connaissance ne vaut rien si elle ne se transforme pas en pratique quotidienne, en discipline réelle sur tes pensées et tes actes. Le stoïcisme ne célèbre pas celui qui accumule des théories, mais celui qui ose les mettre à l'épreuve dans la vie quotidienne. L'humilité, dans ce contexte, n'est pas une modestie vide, mais l'attitude stratégique de celui qui reconnaît qu'il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, même et surtout sur ce qu'il croit maîtriser. La décision est de freiner l'impulsion automatique et de se demander, chaque fois que cette phrase apparaît, si tu appliques vraiment ce que tu crois savoir. Ta vie reflète-t-elle cette sagesse ou répètes-tu simplement des concepts pour ne pas te sentir vulnérable ? Remplacer le « je sais déjà » par l'humilité n'est pas une concession, c'est une déclaration d'intention. Cela signifie accepter que la croissance personnelle ne finit jamais, que chaque jour t'exige de revoir ce que tu tiens pour acquis et de t'ouvrir à la possibilité de te tromper. Le respect de soi se renforce lorsque tu choisis d'écouter vraiment, lorsque tu permets aux autres de t'enseigner, lorsque tu cesses de faire semblant d'avoir toutes les réponses. Remplace l'arrogance par la curiosité et tu verras comment l'esprit se flexibilise, comment le caractère se renforce. Savoir n'est pas suffisant. Appliquer est ce qui transforme. C'est la différence entre un fou et un sage. 4. Affirmer la possibilité là où d'autres voient des limites. Un mur construit avec des briques anciennes et du mortier usé résiste rarement à l'épreuve du temps. Mais il suffit que quelqu'un, d'un seul coup précis, détecte la fissure et propose d'ouvrir une fenêtre là où d'autres ne voient qu'un obstacle, pour que la nature de tout l'espace change. C'est ainsi que fonctionne l'esprit chaque fois que tu t'entends dire « c'est impossible » et, par habitude ou résignation, tu fermes toute voie d'avancement. Les gestes le trahissent, épaules affaissées, regard furtif au sol, mains croisées sur la poitrine comme si tu tentais de te protéger d'une menace invisible. Cet enfermement, cette réduction des options, est un entraînement silencieux que tu répètes jusqu'à en faire un schéma. Peu importe si personne ne te contredit à voix haute, chaque fois que tu déclares une limite absolue, tu renforces la cage que tu as toi-même construite. La phrase « c'est impossible » ne décrit pas la réalité, elle l'impose. C'est du ciment frais sur tes propres capacités. La différence entre celui qui progresse et celui qui se fane ne réside pas dans le talent, mais dans la disposition à regarder le même obstacle et à oser remettre en question sa prétendue solidité. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour convaincre les autres de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Il les a rédigées pour se rappeler que tout ce qui se passe peut être utilisé pour grandir, tant que tu ne remets pas ton pouvoir de décision à la résignation. Le « c'est impossible » est la déclaration de faillite anticipée de ton potentiel. C'est une prophétie auto-réalisatrice qui transforme tout défi en défaite avant même d'avoir combattu. Visuellement, c'est comme si, devant une porte fermée, au lieu de chercher la clé ou d'essayer la poignée, tu t'asseyais devant elle et annonçais qu'aucun pas n'est possible. Il n'y a rien de plus confortable que l'auto-illusion de la limite et rien de plus corrosif pour le caractère. Ce qui est véritablement stoïque, c'est d'affirmer la possibilité là où d'autres ne détectent que des barrières. Il ne s'agit pas d'innocence ni d'optimisme superficiel. C'est la décision d'affronter l'inconfort, d'essayer, de supporter la tension, de ne pas savoir si tu obtiendras le résultat, mais de te mouvoir quand même. Si tu observes ceux qui transforment réellement leur environnement, tu remarqueras qu'ils s'arrêtent rarement devant le « on ne peut pas ».
Ils ajustent leur posture, froncent les sourcils avec détermination, examinent le terrain et cherchent des alternatives, même si elles sont inconfortables ou peu visibles au début. Le muscle de la possibilité se renforce précisément dans ces moments où tout invite à abandonner. Répéter que quelque chose est impossible est le raccourci de ceux qui ne veulent pas porter le poids d'essayer. Au contraire, affirmer qu'il y a une voie, même si tu ne la vois pas immédiatement, est un acte de courage. La limite la plus dangereuse est celle que tu acceptes sans la discuter. C'est la ligne qui distingue celui qui se surpasse de celui qui s'enfouit dans des excuses. Chaque fois que tu te surprends à utiliser cette phrase, arrête-toi et observe comment réagit ton corps. Ressens le changement dans ta respiration, la rigidité des muscles, ce petit tremblement d'insécurité déguisé en certitude. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est que tu n'es pas ce qui t'arrive, mais ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Change-le, c'est impossible, par quelle part dépend de moi, et tu verras comment ton esprit commence à chercher des chemins, même les plus minimes. La véritable force intérieure se forge non pas dans l'absence de limites, mais dans l'entraînement quotidien à défier celles qui semblent fixes. Il n'y a rien de plus digne que de refuser de vivre sous les diktats de la peur déguisée en réalisme. Les frontières de ta vie, tu les dessines avec tes mots. Tu veux du respect de soi et une véritable croissance. Commence par refuser de déclarer impossible là où il y a encore de la place pour essayer. 5. Implique-toi, ne reste pas en retrait. Rien ne te rend plus petit que l'indifférence déguisée en supériorité. Tu peux répéter 1000 fois que cela ne t'importe pas ou que tu ne gagnes rien à t'impliquer. Mais chaque fois que tu t'éloignes, tu dis au monde et à toi-même que tu es irrélevant. C'est la vérité inconfortable que presque personne ne veut affronter. L'indifférence n'est pas un signe de force, c'est une confession de faiblesse. Celui qui se désengage n'est pas libre. Il est prisonnier de sa propre peur de s'engager, de prendre des risques, de laisser une marque réelle sur ce qui l'entoure. Si tu penses que sortir indemne est l'objectif, tu as déjà perdu. Tout ce que tu réussis à faire, c'est devenir spectateur de ta propre vie, un figurant sans poids ni but. Vis ainsi, et tu finiras par être invisible, même pour toi-même. Il n'y a rien de plus lâche que de se mettre de côté et de laisser les autres se partager le sens. On t'a vendu l'idée que ce qui est intelligent, c'est de se réserver, de ne pas s'exposer, d'attendre de voir ce que l'on gagne avant de faire un pas. Ce calcul permanent n'est pas de la sagesse, c'est de la mesquinerie. C'est le mécanisme mental de celui qui craint de perdre, de celui qui a fait de l'égoïsme une forme de défense. Mais personne ne respecte celui qui ne bouge que par intérêt personnel. La vie réelle exige présence, action et responsabilité. À quoi te sert d'économiser de l'énergie si tout ce que tu construis est une existence minimale, sans risque ni connexion? L'indifférence est la blessure de celui qui a déjà renoncé à influencer quelque chose qui compte. Chaque fois que tu te laves les mains, chaque fois que tu refuses de participer ou de prendre parti, tu deviens un peu moins humain. C'est le renoncement silencieux au devoir le plus basique, faire partie du monde, pas seulement être un parasite qui attend des bénéfices. La philosophie stoïcienne est brutalement claire à ce sujet. Marc Aurèle n'a jamais écrit sur le confort de regarder de loin. Épictète ne conseillait pas d'attendre la récompense avant d'agir. L'engagement est la mesure de ton intégrité. Celui qui s'implique, même s'il perd, est déjà plus digne que celui qui se cache. Il n'y a aucune excuse valable pour l'indifférence. Ce qui ne t'affecte pas aujourd'hui, demain peut te détruire. Tu ne participes pas seulement pour ton propre bénéfice. Tu t'impliques parce que c'est ce qu'exige une vie vécue avec sens. Le détachement de l'égoïste est un piège qui coûte cher. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'engager, tu t'éloignes de la possibilité de grandir, de construire du respect pour soi et de laisser quelque chose de précieux derrière toi. Participer n'est pas une concession au monde, c'est la seule façon de te rendre digne de lui. Personne ne va te supplier de t'impliquer. Si tu décides de rester à l'écart, la vie continue sans toi, et tout ce que tu récoltes, c'est du vide.
Les gens oublient vite les indifférents, car ils n'ont jamais fait de différence. Le stoïque le sait. Ta valeur se mesure à l'empreinte que tu laisses, pas au confort que tu parviens à accumuler. Implique-toi même si cela te coûte, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si la récompense n'est ni immédiate ni garantie. La véritable croissance se produit lorsque tu fais face à l'inconfort de te donner, de donner ton avis, d'agir même si personne d'autre ne le fait. L'indifférence est le chemin rapide vers la médiocrité. Le courage, c'est de s'impliquer, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Ne demande pas ce que tu gagnes, demande-toi ce que tu perds si tu laisses passer l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que ton simple confort. Ce que tu ne prends pas en charge te consume. Si tu ne t'impliques pas, tu t'éteins. 6. Donne sans calculer le bénéfice personnel. La vérité est celle-ci, tant que tu continues à calculer ce que tu gagnes de chaque chose que tu donnes, tu te condamnes à vivre dans la misère émotionnelle la plus profonde. Peu importe combien tu t'efforces de justifier cela, ni à quel point tes arguments pour te réserver sont sophistiqués, le fait est qu'une vie régie par le « qu'est-ce que j'y gagne ?» est une vie petite, mesquine, incapable de laisser une empreinte sur ceux qui t'entourent. La pensée égoïste n'est pas une stratégie, c'est une fuite continue de dignité. Chaque fois que tu t'arrêtes pour mesurer le bénéfice avant d'agir, tu renforces la croyance que le monde te doit quelque chose, que ta valeur se mesure par le solde de ce que tu as reçu et non par la qualité de ce que tu as donné. Cette mentalité, bien qu'elle semble prudente, est un piège qui ne fait que affaiblir ton caractère. Celui qui donne en espérant recevoir ne sera jamais libre, car il porte toujours l'anxiété de n'avoir pas obtenu assez. Celui qui calcule sa générosité multiplie son vide. C'est la vérité que personne ne veut entendre, mais qui finit par peser plus que toute récompense matérielle. Si tu prends le temps d'observer ce qui traverse ton esprit avant d'aider, de partager ou de t'engager dans une cause, tu remarqueras que le premier filtre n'est souvent pas la compassion, mais la peur de perdre, de se retrouver en désavantage, d'être perçu comme naïf. Là se cache la racine de la bêtise. Une méfiance chronique qui te convainc que donner sans recevoir est un signe de faiblesse. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'en te refusant, tu entraînes ton esprit à l'auto-isolement, à une sorte de pénurie psychologique qui finit par contaminer tout ce que tu touches. Il ne s'agit pas d'altruisme naïf, ni de te sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de briser le circuit mental qui exige un paiement immédiat pour chaque geste d'humanité. Le stoïcisme le présente sans fioriture. La seule chose que tu possèdes vraiment est la qualité de tes intentions et l'intégrité de tes actions, pas le résultat extérieur ni la reconnaissance des autres. L'obsession pour le bénéfice personnel te réduit à une version minimale de toi-même, incapable d'expérimenter la plénitude qui n'apparaît que lorsque tu donnes sans condition. Le conflit intérieur est subtil, mais dévastateur. D'un côté, tu souhaites te sentir apprécié, valorisé, même indispensable. De l'autre, tu crains que donner soit synonyme de perdre, d'être exploité, d'être exposé. Cette tension invisible est ce qui te maintient piégé dans la logique de l'échange, comme si la vie était une transaction perpétuelle et non une opportunité continue de transformation. Ce que tu ne vois pas, c'est que l'habitude de donner sans attendre te renforce de l'intérieur. C'est un entraînement psychologique qui brise l'addiction à la reconnaissance et au gain immédiat. Chaque fois que tu choisis d'offrir quelque chose, temps, attention, aide, conseil, sans calculer le retour, tu envoies un signal clair à ton esprit que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni de la réciprocité, mais de la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. La générosité authentique est une déclaration d'indépendance. Tu donnes parce que tu es, pas parce qu'il te manque quelque chose. Cela devrait être la marque de celui qui aspire à grandir. Réfléchis bien, personne ne se souvient de celui qui s'est toujours réservé, de celui qui n'a bougé un doigt que lorsqu'il y avait quelque chose de sûr pour lui. Ceux qui laissent une empreinte, ceux qui construisent le respect de soi et des autres,
sont ceux qui prennent le risque de donner même lorsqu'il n'y a aucune garantie de retour. Il ne s'agit pas de devenir un martyr ni une victime de l'abus des autres, mais de comprendre que l'acte de donner sans calcul est, en soi, un acte de force intérieure. Le respect repose sur la capacité d'agir sans peur de perdre. Si tu continues à mesurer chaque geste, tu réduis ton monde à un échange froid et épuisant. Si tu oses donner sans condition, tu entraînes le muscle le plus important, celui de l'abondance psychologique. Au final, ce que tu ne donnes te pèse plus que ce qui te manque. Celui qui ne donne que pour recevoir ne reçoit jamais rien qui en vaille la peine. Répète ceci. La véritable valeur réside dans ce que je donne sans attendre. C'est le seul investissement qui multiplie le respect de soi et la paix intérieure. 7. Transforme le langage en action consciente. Vous venez de terminer une discussion dans la cuisine, la tasse de café refroidit sur la table et pendant que vous ramassez les assiettes, votre esprit repasse la conversation. Non seulement ce que vous avez dit, mais aussi comment vous l'avez dit. Au cours de la journée, vous êtes surpris de vous rappeler des mots qui sont sortis presque sans filtre. Au début, cela semble être des détails mineurs, mais lorsque vous reliez les points, vous réalisez que votre langage n'est pas seulement un bruit de fond, mais une force qui dirige vos mouvements, vos décisions et même vos limites. Chaque phrase craintive, chaque excuse répétée, chaque déclaration défaitiste ou indifférente a eu une conséquence concrète. La discussion s'est fermée, la relation s'est refroidie, vos opportunités se sont réduites. Analyser le mécanisme est simple et brutal à la fois. Le langage ne reste pas dans l'abstrait, c'est le signal de départ de votre comportement. Si vous pensez qu'il suffit de parler différemment pour que tout change, vous vous trompez. Le véritable tournant réside dans le fait de forcer ce que vous dites à vous obliger à agir en conséquence. Les mots que vous choisissez ne peuvent pas rester dans l'air, ils doivent devenir des paramètres clairs pour votre prochaine action. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. L'erreur centrale de ceux qui veulent grandir mais n'avancent jamais réside dans la séparation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils répètent des phrases stoïques, lisent des livres de philosophie pratique, conseillent même les autres. Mais lorsque vient le moment de l'inconfort réel, ils se réfugient dans les vieilles formules, se justifier, se plaindre, éviter, procrastiner. Le langage devient un déguisement, pas un outil de transformation. C'est ici qu'intervient l'analyse. Chaque fois que vous utilisez une phrase faible, vous générez un micro-entraînement à la passivité. Vous enseignez à votre esprit qu'il suffit de parler pour sentir que vous avez fait quelque chose. Mais le stoïcisme ne tolère pas cette auto-tromperie. Le but est simple. Ce que vous affirmez doit vous forcer à agir. Si vous dites que vous assumez la responsabilité, alors la prochaine étape est de prendre une décision inconfortable et de la maintenir. Si vous affirmez que quelque chose est important, il vous revient de le prouver par une action visible. Vous parlez pour vous engager, pas pour vous excuser. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le processus peut être clairement cartographié. D'abord, identifiez la phrase vide que vous répétez le plus souvent. Ensuite, faites l'exercice conscient de vous arrêter juste avant de la prononcer. À ce moment-là, demandez-vous quelle est l'action minimale qui validerait cette affirmation. Il ne s'agit pas de promettre de grands changements, mais de forcer la concordance entre les mots et le mouvement. La conséquence directe de cet entraînement est la destruction progressive de l'auto-indulgence. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière ce qui sonne bien. Le langage se transforme en une sorte de contrat interne et en le rompant, vous êtes confronté à l'inconfort de l'incohérence. C'est le point critique où vous grandissez, où vous vous répétez. La clé est d'utiliser le langage comme un levier d'action. Chaque phrase doit être une instruction pour la prochaine étape. Si vous déclarez que quelque chose est possible, cherchez la preuve, même si elle est petite. Si vous assumez que quelque chose vous revient, agissez sans attendre de permission ni de reconnaissance. Il n'y a pas de transformation sans inconfort appliqué.
C'est la ligne que vous devez garder à l'esprit chaque fois que votre bouche prend de l'avance sur vos mains. Le langage conscient ne consiste pas seulement à éviter les phrases faibles, mais à construire des commandes internes qui obligent au changement réel. Lorsque vous parvenez à aligner ce que vous dites avec ce que vous faites, votre estime de soi se renforce parce que vous cessez de vous trahir dans votre quotidien. Le cycle de l'auto-tromperie prend fin. Cela ne signifie pas perfection, mais cohérence. Vous tombez, mais vous vous relevez en corrigeant, pas en justifiant. Au final, ce que vous construisez est un standard interne impossible à négocier. Transformer le langage en action consciente est la différence entre philosopher et vivre intensément. Ce que vous répétez chaque jour est ce que vous devenez. Vous n'êtes pas ce que vous dites, vous êtes ce que vous démontrez après avoir parlé. C'est la seule métrique qui sert à vraiment grandir. 8. Choisis de grandir plutôt que de te justifier. Il n'est pas agréable de le reconnaître, mais parfois je me surprends à observer ma propre posture corporelle après un échec. La tension dans les épaules, la mâchoire serrée, cette impulsion automatique de chercher une excuse avant de comprendre ce qui a réellement échoué. Au fond, une question s'enfonce comme une écharde. À quoi bon me défendre si cela ne me rend pas meilleur ? Je ressens l'envie de justifier chaque erreur, de protéger mon image avec des arguments que personne n'a demandés. Mais le soulagement ne dure que quelques secondes. Rapidement, un poids plus profond s'installe, une sorte de fatigue morale. Le corps le sait avant l'esprit. C'est le geste de celui qui se recroqueville sur sa chaise, regarde son téléphone pour se distraire, se frotte le visage comme s'il pouvait effacer l'erreur avec ses mains. Cet inconfort physique est le signe que quelque chose en moi résiste à grandir, parce que grandir fait mal et se justifier endort. Le mécanisme est si subtil que tu ne le perçois à peine. En te justifiant, tu cherches seulement un soulagement momentané, une trêve avec ton propre jugement. Mais ce que tu échanges en retour, c'est la possibilité réelle d'apprentissage. Il ne s'agit pas seulement de mots, c'est une attitude qui s'immisce dans chaque réaction, chaque fois que tu nies ta responsabilité et laisses la peur du jugement dicter ta réponse. Chaque justification est un petit pacte de médiocrité, une négociation à la baisse avec ton propre potentiel. Et si tu prêtes attention aux gestes, tu le verras clairement. Celui qui se justifie détourne le regard, tambourine des doigts, se défend avant d'écouter la critique complète. C'est le langage corporel de celui qui préfère avoir raison plutôt que de s'améliorer. Se justifier est un instinct ancien, mais grandir est une décision inconfortable et active. Le stoïcisme n'a pas de patience pour ceux qui cherchent toujours la sortie facile. Grandir implique de rester immobile lorsque l'inconfort arrive, de regarder en face l'erreur et de te demander « Que puis-je faire différemment la prochaine fois ?» Ce n'est pas une réflexion théorique. C'est quelque chose que l'on ressent dans les mains qui cessent de bouger, dans la respiration qui devient plus profonde lorsque tu décides d'écouter plutôt que d'interrompre, dans le corps qui, pendant un moment, reste ferme au lieu de se recroqueviller. Chaque fois que tu choisis de grandir plutôt que de te justifier, tu brises la routine de l'autosatisfaction et tu entraînes un nouveau muscle, celui de la responsabilité pratique. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'autodiscipline quotidienne. Tu t'habitues au poids de l'honnêteté et tu découvres que l'inconfort initial se transforme en respect de soi. Il n'y a pas de raccourci. La croissance commence là où l'excuse se termine. Tu choisis d'apprendre lorsque tu restes silencieux une seconde de plus et laisses la critique te traverser sans lever un bouclier verbal. Tu choisis de grandir lorsque tu reconnais, à voix basse, que tu aurais pu mieux faire. Et au lieu de te défendre, tu notes mentalement l'ajustement pour la prochaine fois. Grandir, c'est choisir l'inconfort plutôt que le mensonge. C'est la ligne qui sépare celui qui mûrit de celui qui stagne. C'est un travail microscopique, presque invisible de l'extérieur, mais les fruits sont évidents. Tes relations deviennent plus honnêtes, l'anxiété de la perfection diminue et la paix intérieure remplace la culpabilité accumulée par des années de justification.
Vivre selon ce principe ne te rend pas invulnérable, mais cela te rend plus digne. Le jour où tu renonces à la nécessité de te justifier, tu acceptes que tu n'as pas le contrôle sur tout, mais que tu as le contrôle sur ta conduite face à l'erreur. Et ce contrôle, bien que limité, est suffisant pour changer la direction de ta vie. La maturité commence lorsque tu préfères t'améliorer plutôt que de te défendre. C'est la seule victoire qui compte à long terme. Il ne s'agit pas de feindre la force ni de nier tes limites, mais de décider, chaque fois que tu échoues, que l'apprentissage vaut plus que ton ego blessé. Choisis de grandir, même si cela fait mal. La justification ne fait que retarder le changement, mais l'inconfort bien assumé est la racine même du respect de soi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.